Bon, ces dernières courses, on a eu le droit à quelques incidents qui ont mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. Et j'avoue que je suis vraiment très surpris de voir à quel point des incidents qui sont si banals prennent autant d'ampleur. Alors je parle évidemment de Verstappen et Norris en Autriche et de Verstappen et Hamilton en Hongrie. Je sais, le dénominateur commun c'est Verstappen, pourtant cette saison on en a eu d'autres comme toutes les saisons, on a des incidents et ça fait partie de la course, parfois ça se termine pas aussi bien qu'on le voudrait. En conséquence du coup, on voit beaucoup d'émotions sur les réseaux sociaux, de conclusions hâtives qui sont arrangeantes, voire du complotisme et parfois, souvent même, on peut voir beaucoup de conneries qui n'ont ni queue ni tête et qui en deviennent mais vraiment risibles parce que t'as quelqu'un qui prend ça très au sérieux et qui enchaîne les contresens d'affilée et t'es là, tu te dis oh waouh, c'est chaud. Bref, on a donc deux problèmes. J'ai l'impression que peu de gens se soient intéressés à ce qui fait le spectacle en sport auto, c'est-à-dire l'art de la course, la technique en piste, le pourquoi du comment on fait un dépassement, qu'est-ce que c'est qu'une attaque, qu'est-ce que c'est qu'une défense. J'ai l'impression que c'est très flou pour beaucoup et c'est dommage, mais c'est pas grave parce que ça s'apprend. De deux, j'ai aussi l'impression que tout le monde prend pour acquis de connaître le règlement parce que un tel ou bidule qui a normalement relativement de légitimité, une légitimité suffisante, a dit que ceci ou cela. Alors je dis pas qu'il faut remettre tout le monde en question, mais ne construisez jamais une réflexion sur les dires d'une seule personne, et encore moins forcément de la mienne. Allez chercher de la contradiction, vérifiez par vous-même, ayez un esprit critique et construisez-vous une vraie opinion. Alors j'avais déjà abordé l'art de la course dans une vidéo il y a 3 ans, et c'était au moment justement du duel Verstappen-Hamilton en 2021. Quelle année! Et elle est encore suffisamment d'actualité aujourd'hui, donc vous pouvez aller la voir. Ou alors on a aussi fait un chapitre dans mon livre Premier Virage qui parle justement de l'art de la course. À chaque fois, on a vraiment essayé de prendre les grandes manœuvres, les grands types de manœuvres qu'on peut voir, que ce soit en attaque ou en défense. C'est pas exhaustif, on n'est pas pilote, champion du monde, etc. Mais c'est un premier pas pour essayer de comprendre un petit peu le spectacle en piste. En revanche, je n'ai jamais vraiment abordé le règlement et ce qu'il dit. Et donc dans cette vidéo, on va plonger dans le règlement, ça risque d'être long, vraiment, mais au moins ça peut vous servir de point de repère pour vous, pour comprendre et surtout pour aussi vous faire une réflexion, votre propre réflexion sur comment on peut interpréter un règlement et notamment comme c'est le cas en Formule 1. Donc c'est long, vous pouvez revenir, aller, etc. On va vous chapitrer tout comme il faut, vous inquiétez pas. Bon alors rouler vite sur un circuit c'est bien, mais là où se trouve tout le spectacle c'est quand on voit plusieurs pilotes qui se battent pour être premier ou même pour un fan comme moi, n'importe quelle position. En réalité dès que j'ai du spectacle en piste moi ça me va, des belles batailles etc, c'est ça que j'adore et c'est ça qui fait tout le sel du sport automobile sur circuit comme on connaît. Alors on n'est pas arrivé à des batailles comme Alonso et Hamilton en Hongrie 2021 direct dès le début du sport auto parce que ça c'était une très belle bataille. Non, c'était au tout début très chevaleresque, hyper respectueux dans le sens où faire un dépassement mettait en danger de mort deux pilotes potentiellement si ça se passait pas bien. Il n'y avait pas vraiment de défense à proprement parler. Si tu voulais passer, en fait, fallait juste savoir mieux freiner que l'autre et plus tard pour être devant au moment de prendre le virage. Ça, c'était une attaque. Il n'y avait pas de défense. Puis on a commencé à avoir des coups de billard entre guillemets en plusieurs bandes, en croisant, décroisant les trajectoires, notamment avec la très célèbre bataille entre Arnoux et Gilles Villeneuve en 79 à Dijon. On avait fait une vidéo là-dessus. Là aussi, ça zigzague pas en ligne droite, ça défend pas l'intérieur, mais ça plonge, ça bloque les roues, ça se touche gentiment. Bref, on adore, même si Niki Lauda était particulièrement énervé de voir deux fous, comme il a dit, à ce moment-là. Et donc on a deux pilotes qui ont amené l'aspect psychologique dans les batailles un peu plus tard, Senna et Schumacher. Senna se mettait dans une position de telle manière que c'est celui qui défend, qui prend la décision pour les deux. En fait, soit tu le laisses passer Senna, soit c'est le carton, tout simplement. Et puis depuis les années 2000, on va dire, on a commencé à avoir des manœuvres un peu plus complexes sur plusieurs virages, sur plusieurs tours, à bluffer les attaques, à défendre le long des lignes blanches, etc. jusqu'à nos jours, comme on voit aujourd'hui, en utilisant tous les moyens possibles et imaginables, notamment les radios pour se plaindre à la direction de course, par exemple. Il n'y a pas de manuel sur l'art de la course, la science de l'attaque et de la défense en piste, mais si vous devez retenir une seule chose, il faut juste être plus malin que son adversaire en toutes circonstances et à tous les niveaux. Un contact entre deux pilotes, c'est soit une incompréhension,
et ça arrive, soit l'un des deux qui n'a pas été assez malin. L'art de la course n'est donc pas une notion d'avoir le droit ou de ne pas avoir le droit de faire telle ou telle manœuvre. L'art de la course, c'est la technique, c'est l'intelligence du pilotage pour gagner sur la piste, et si possible, sans que l'on puisse contester quoi que ce soit. Alors il y a un vrai sujet sur comment faire la course qu'il faut que vous appreniez, et surtout, et c'est le plus fun, que vous expérimentiez vous-même au karting du coin avec des potes ou en ligne contre d'autres joueurs en simu. Spoiler, vous allez avoir des accrochages. Prenez le temps de comprendre ce que l'autre a voulu faire, comme ça vous évoluerez. Mais évidemment, avec les années en F1, on a eu des abus, ou parfois un manque de maîtrise, qui ont conduit l'organe régulateur à établir des règles pour la sécurité de tout le monde et de tous les pilotes, et que ça ne ressemble pas non plus à n'importe quoi le sport auto. Et donc, comme je vous le disais, je n'ai jamais vraiment abordé le règlement lui-même, mais comme tout le monde a l'impression de détenir le savoir parfait de ce règlement, et d'être toujours tellement sûr des manœuvres qu'on voit, que aujourd'hui c'est celui qui crie le plus fort, qui a raison, et c'est bien dommage. Du coup, on va mettre les petites lunettes, et on va aller voir ça ensemble. Alors en Formule 1, vous le savez, on a donc 3 règlements, le sportif, le technique et le financier. Le sportif, c'est pour comment on organise un Grand Prix, c'est quoi les procédures pour encadrer toute la compétition des Grands Prix de Formule 1. Le technique, c'est pour encadrer de comment on fabrique, comment on fait une Formule 1, comment on la design, comment on la conceptualise, etc. Et le financier, c'est pour encadrer toutes les dépenses des écuries qui sont liées à la performance. Sauf qu'il n'y a pas que la Formule 1 sur Terre, on a aussi le WEC, le GT, etc. pour ce qui est des compétitions sur circuit asphalte, entre guillemets, bitumé si vous préférez. Donc la FIA a créé une annexe du Code sportif international qui couvre l'ensemble de toutes les catégories régies par la FIA pour plein de points importants, notamment sur la sécurité et le respect par exemple des drapeaux. On va donc parler du Code sportif international ou International Sporting Code, ISC, si vous voyez des documents officiels, parce que c'est comme ça qu'il est référencé. Tout est dispo sur le site de la FIA et comme c'est une fédération d'origine française, on a donc la version aussi en langue française qui est plutôt pratique. Alors du coup, le code de conduite sur circuit, c'est ce qui nous intéresse. Ça se trouve dans l'annexe L du Code sportif international, que tout le monde appelle entre guillemets règlement pour aller plus vite. Ok, pas de souci. Vous descendez donc au chapitre 4, page 56, et nous voilà à parler dans l'article 2 des dépassements, du contrôle de la voiture et des limites de piste. C'est parfait, c'est tout ce qu'on cherche. Et on va tout détailler. Alors juste avant de passer à l'article 2 et qu'on va regarder de long en large et en travers, juste un rapide rappel, l'article 1 c'est le respect des signaux. C'est un article qui est juste là pour dire il faut absolument respecter tout ce qui a marqué dans l'annexe H du Code sportif international et c'est pour tous les pilotes. En fait, l'annexe H du Code sportif international définit les signaux et notamment tout ce qui est drapeau. Donc drapeau bleu, jaune, vert, rouge, etc., etc. Comment ils sont utilisés, ce qu'ils signifient et en fonction aussi des séances. Donc c'est-à-dire qu'un drapeau bleu n'a pas la même signification en séance d'essai libre qu'en course par exemple. Et justement, petit aparté, on en avait parlé avec l'incident entre Dries Vanthoor et Robert Kubica pour le débrief des 24 heures du Mans. Il est mentionné dans le briefing des pilotes signé par Eduardo Freitas que tous les pilotes doivent respecter conformément les signaux qui sont à l'annexe H du Code sportif international, notamment pour les drapeaux bleus qui se trouvent à l'article 255E de mémoire, et donc qui disent qu'il faut laisser passer le leader à la première occasion possible. Donc il n'y a pas du tout une histoire de secteur, d'avoir 2 secteurs pour laisser passer le leader ou quoi que ce soit comme se défendait Dries Vanthoor, ou en tout cas ce n'est pas dans les documents officiels signés par le directeur de course. Donc si ça n'est pas là-dedans, Dries Vanthoor il a pas raison du coup, voilà. Donc Dries Vanthoor sur toute cette manœuvre, vous savez, dans la ligne droite des Hunaudière, était donc en train d'ignorer les drapeaux bleus comme on peut le dire entre guillemets. Je referme la parenthèse, on passe tout de suite au numéro 2. Alors dépassement, contrôle de la voiture et limite de piste, ça nous intéresse grandement. Rapidement pour vous faire un petit peu un état des lieux des paragraphes ou en tout cas des articles différents qu'on a. Dans le A, on va parler un petit peu de ce qui est drapeau bleu, comment on peut utiliser la piste, etc. Dans le B, c'est vraiment tout ce qui est manœuvre de dépassement, donc ça va nous intéresser beaucoup. Dans le C, on va définir un peu plus les limites de piste. Dans le D, on va parler de tout ce qui est collision, et dans le E, de la manière de conduire qu'on va juger incompatible avec ce que l'on voit d'habitude. Voilà.
Article 2A, une voiture qui se trouve sur la piste peut utiliser toute la largeur de la dite piste. Bon, jusque-là, ça va, on a le droit d'utiliser toute la piste. Vous allez voir qu'on peut l'utiliser selon certaines manières, mais en tout cas, on a le droit d'être sur la piste à tout moment, à gauche, à droite, peu importe. Si on n'a pas envie de prendre la trage, on peut ne pas prendre la trage. On peut se débrouiller. Cependant, dès qu'elle est rejointe par une voiture qui est sur le point de lui prendre un tour, le pilote doit permettre au pilote plus rapide de le dépasser à la première occasion possible. Le problème là-dedans, c'est première occasion possible, c'est comment on le définit. Qu'est-ce qu'une première occasion? Est-ce que c'est au freinage d'un virage? Est-ce que c'est à l'entrée d'un virage, à la sortie d'un virage, en plein milieu d'une ligne droite? Vous voyez, ça va être au commissaire sportif de juger la chose. Mais normalement, de la norme que c'est faire en sorte que le leader derrière soi ne perde pas trop de temps, ou en tout cas ne perde le moins de temps possible. Et donc, dans certaines conditions, on peut s'écarter de la trajectoire. Dans d'autres, il est préférable de garder la trajectoire et c'est au pilote derrière, au leader, de faire une manœuvre de dépassement qu'il doit lui-même bien assurer pour que, il n'y ait pas de problème. Si le pilote du véhicule rejoint ne semble pas utiliser pleinement les rétroviseurs, Kevin Magnussen, il lui sera présenté le drapeau bleu agité pour prévenir que le pilote plus rapide cherche à dépasser. Là aussi, ne semble pas utiliser pleinement ses rétroviseurs. Comment on le définit? Alors quand c'est dans une monoplace, on voit la tête du pilote bouger à gauche ou à droite pour regarder les rétroviseurs, et encore, avec la visière Iridium, on ne sait pas vraiment s'il regarde le rétro ou son point de corde. Je chipote, je sais, mais typiquement dans des voitures à cockpit fermé, on parle des GT et des prototypes, on voit pas la tête du pilote ou très très peu. C'est compliqué de savoir s'il utilise pleinement ses rétroviseurs. En tous les cas, au moment où le drapeau bleu agité est présenté, là maintenant, il n'a plus le choix que de l'avoir vu. C'est à lui de se débrouiller là-dessus. Bref, tout pilote qui semblerait ignorer les drapeaux bleus sera signalé au commissaire sportif. Ça arrive, tu peux pas toujours voir le drapeau bleu, tu le vois que 3 virages plus tard, t'as pas fait gaffe à tes rétros, t'es concentré, machin, ça arrive. Article 2B, là ça c'est intéressant, on va parler de dépassement et de manœuvre. Le dépassement, compte tenu des possibilités du moment, peut s'effectuer sur la droite ou sur la gauche. Jusque là, on n'a aucun souci, on est attaquant, on est derrière la voiture devant nous, on a le droit d'aller soit à droite, soit à gauche, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est passer par-dessus et encore, ça va pas bien se passer. Je continue dans les manœuvres et je fais exprès justement de sauter la ligne suivante parce que je trouve qu'elle n'arrive pas au bon moment, entre guillemets. Un seul changement de direction pour défendre une position est autorisé. Il n'est pas mentionné d'une zone de freinage, il n'est pas mentionné de quand on a le droit de prendre ce changement de direction pour défendre. Donc en fait, vous pouvez faire votre changement de direction en début de ligne droite, vous pouvez le faire en fin de ligne droite, et même si on ne définit pas une zone de freinage, et on en reparlera, mais vous pouvez le faire si vous n'avez pas fait votre changement de direction pour défendre votre position, vous pouvez donc le faire dans une zone de freinage, a priori. Donc typiquement Max Verstappen en Autriche qui met un coup de volant pour freiner en diagonale, aller vers le point de corde et donc fait son changement de direction en pleine zone de freinage, bah c'est autorisé. Ou en tout cas, c'est pas interdit. On continue. Tout pilote revenant vers la trajectoire de course, après avoir défendu sa position hors trajectoire, devrait laisser au moins une largeur de voiture entre sa propre voiture et le bord de la piste à l'approche du virage. Ça c'est relativement clair, c'est exactement la manœuvre de Max Verstappen avec Lando Norris en Autriche. Max Verstappen défend sa position hors trajectoire, il va vers l'intérieur de la piste pour bloquer entre guillemets Lando Norris. Lando Norris choisit donc l'extérieur et donc effectivement Max Verstappen, après avoir défendu sa position hors trajectoire, a le droit de revenir vers la trajectoire de course, donc de rebasculer vers la gauche, tout en faisant en sorte de laisser au moins une largeur de voiture entre sa propre voiture et le bord de la piste, donc laisser de la place tout simplement à Lando Norris. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. La manœuvre de Max Verstappen en Autriche sur Lando Norris juste avant le contact, mais on va reparler du contact, vous inquiétez pas, elle est parfaite. Je suis désolé, selon là ce qui est écrit dans le règlement, elle est parfaite. On continue et alors là, ça se corse beaucoup, va falloir rester avec moi, ça devient vraiment compliqué. Toutefois, des manœuvres susceptibles de gêner les autres pilotes, telles qu'entraîner volontairement un véhicule au-delà du bord de la piste ou procéder à tout autre changement anormal de direction sont strictement interdites. On va entourer plusieurs choses, vous vous en doutez. Susceptibles de gêner les autres pilotes.
C'est quoi une gêne? C'est une vraie question. Est-ce que justement faire l'intérieur à une voiture et donc prendre le point de corde avant elle et faire en sorte de lui laisser juste ce qu'il faut comme place, est-ce que je le gêne pas dans sa trajectoire de course, dans sa trajectoire normale? Bah si, un peu. Comment on définit en fait une gêne? Je veux bien que vous me répondiez dans les commentaires et là encore une fois c'est sujet à interprétation et c'est au commissaire sportif de juger toutes les actions qui sont susceptibles de gêner les autres pilotes. Mais par définition, les dépassements et les batailles en piste qu'on a, les pilotes se gênent l'un et l'autre et c'est bien pour ça que le pilote derrière qui a pas de problème et qui revient va revenir naturellement sur les pilotes qui sont en bataille devant parce que les deux sont en train de se gêner. Alors on nous propose quand même un ou deux exemples, tels qu'entraîner volontairement un véhicule au-delà du bord de la piste. Là, c'est pareil. Comment vous définissez volontairement, en fait? Qu'est-ce qui est volontaire? À quel moment on peut dire que c'est volontaire? Parce qu'on va tous avoir des avis différents sur la question. Et encore une fois, d'un point de vue de l'action, c'est très compliqué de dire si c'est volontaire ou non. À part ne pas avoir de frein, emboîter une voiture parce que par exemple vous avez un frein qui marche plus et on le sait pas sur le moment, vous emboîtez une voiture et vous sortez tous les deux de la piste, a priori on va dire bah là c'est un peu volontaire, genre type lobby F1 2024 à Monza, première chicane, volontaire, mais en même temps à un moment donné si derrière on sait que bah vous avez eu un problème de frein, que votre volant marchait pas, etc., je parle en simulateur ou même dans la réalité et que vous avez plus le contrôle de votre voiture et que vous foncez dans tout le monde, bah là du coup c'est plus volontaire. Donc, quand vous entraînez quelqu'un au-delà du bord de la piste volontairement, c'est compliqué à définir et il faut définir ce que c'est que volontairement. Et enfin, je termine avec tout autre changement anormal de direction sont strictement interdits. Un changement anormal de direction, ça voudrait dire qu'il ne faut pas prendre la trajectoire normale de course. Vous me direz si j'ai raison dans les commentaires ou pas, mais en tout cas, ça peut être une des interprétations. Mais un changement anormal, c'est par exemple défendre une position. C'est pas un changement normal, entre guillemets. Ou peut-être que c'est défini, ça peut être défini comme étant un changement normal de direction. Est-ce qu'un changement anormal de direction, ça peut être le cas quand vous êtes sur une zone de freinage, dans ce qu'on pourrait définir d'une zone de freinage, où le pilote a le pied sur le frein entre guillemets et change de direction? Est-ce que ça c'est un changement anormal de direction? C'est encore une fois au commissaire sportif de juger de la chose. En fait, cette ligne-là permet peut-être d'avoir l'interprétation de dire quand tu es dans une zone de freinage, changer de direction, c'est considéré comme étant un changement anormal de direction et donc c'est interdit. Bon, pour terminer, tout pilote jugé coupable de l'une des infractions suspensionnées sera signalé au commissaire sportif. De toute façon, il n'y a pas besoin de ça généralement. C'est noté par les commissaires sportifs, ça monte en direction de course et puis là, les enquêtes commencent. Article C, on va parler un peu plus des track limits. Alors, les pilotes doivent utiliser la piste à tout moment et ne peuvent quitter la piste sans raison justifiable. J'ai une question pour vous. Une raison justifiable, c'est quoi selon vous? Ça peut être plein de choses. Une casse mécanique, une casse moteur, une casse de suspension, ce que vous voulez. Bon, a priori, c'est plutôt justifiable de quitter la piste et puis de vous garer sur le bas-côté. Se faire sortir par un concurrent, par un coup de roue par exemple, c'est a priori, je dirais, une raison justifiable. Éviter un contact entre un concurrent et vous-même, où justement vous prenez toute l'échappatoire, est-ce que c'est une raison justifiable? Là, on commence à être un petit peu sur une zone grise d'interprétation parce que, on va dire, ouais, mais en fait, vous en bénéficiez, etc. Est-ce que reprendre les gaz au point de corde et puis accélérer sans s'arrêter à fond en prenant justement toute la zone de dégagement et en sortant les 4 roues de la piste, est-ce que c'est une raison justifiable? Peut-être moins, d'où les track limits justement pour les chronos notamment en qualification. Et justement, alors c'est rappelé, afin de dissiper tout doute, les lignes blanches définissant les bords de la piste sont considérées comme faisant partie de la piste mais pas les bordures. Donc ça veut dire pas les vibreurs rouges et blancs qu'on a, ou vert et jaune, peu importe les circuits, mais les vibreurs ne font pas partie de la piste. Donc si vos 4 roues sortent de cette ligne blanche, ça ne va plus. Pour se faciliter la tâche, parce que ça jouait au poil de fion à chaque fois l'année dernière, etc., cette année on a vu l'apparition justement d'une petite ligne bleue entre la ligne blanche et les vibreurs rouges et blancs, pour vraiment voir si le pneu ou une partie de la voiture n'était plus en contact avec cette fameuse ligne blanche. C'est exactement comme au foot. Il faut que tout le pneu soit passé ou en tout cas ne soit plus en contact avec la ligne blanche. Si une voiture quitte la piste pour une raison quelconque, le pilote peut rejoindre la course.
Donc ça déjà, premièrement, c'est plutôt pas mal. Si vous sortez de la piste, vous avez le droit de revenir dans la partie. Vous inquiétez pas, c'est pas game over. Sauf si le bac à gravier t'a attrapé. Toutefois, ceci ne peut se faire que dans le respect de la sécurité et sans tirer aucun avantage durable quel qu'il soit. C'était le cas notamment au premier virage au départ en Hongrie entre Verstappen et Norris, où Verstappen a quitté la piste des 4 roues de cette ligne blanche, etc. Et il a rejoint la piste. Dans le respect de la sécurité, je dirais plutôt oui, parce qu'il n'a pas mis en danger d'autres pilotes, parce qu'on le voyait revenir, etc. Et sans tirer aucun avantage durable quel qu'il soit, on va souligner ça, là, peut-être pas, parce que justement il a dépassé Lando Norris, d'où le fait de demander à Max Verstappen de rendre la position à Lando Norris. Mais on va y revenir, vous allez voir, il y a d'autres choses qui arrivent. Et pour terminer, un pilote sera considéré comme ayant quitté la piste si aucune partie de sa voiture ne demeure en contact avec la piste, donc avec les lignes blanches. Donc typiquement, je reviens à l'exemple de Verstappen et Norris en Autriche. Lando Norris est techniquement encore sur la piste, même s'il a par exemple 2 roues sur le vibreur rouge et blanc ou 2 roues, en tout cas à l'intérieur des lignes blanches de la piste. Donc vous voyez, il y a un peu une zone grise où quand Verstappen ou n'importe quel autre pilote, quand ils ont défendu leur position et qu'ils reviennent sur la trajectoire de course, ils doivent laisser une largeur justement pour une largeur de voiture pour leur adversaire, mais il y a une petite zone grise, je trouve, où ils peuvent tasser l'adversaire. Tant qu'il a 2 roues sur la piste à l'intérieur des lignes blanches, il n'est pas considéré comme ayant quitté la piste. Donc vous voyez, on peut jouer un petit peu là-dessus, c'est les petites marges de manœuvre, etc. Mais en règle générale, il vaut mieux laisser une bonne marge entre toi, ton concurrent et le bord de la piste pour que tout le monde puisse faire la course dans une manière assez respectueuse. Mais bon, quand t'as des millions et des millions en jeu, c'est toujours un peu plus complexe. Et quand t'as des égos surdimensionnés qu'ont tous les pilotes de course, quoi qu'il arrive, c'est toujours aussi un peu compliqué. Bon, là aussi, un pilote peut être signalé au commissaire sportif s'il accomplit un acte entraînant l'apport de débris sur la piste. Typiquement, vous cassez votre voiture et puis vous faites comme Sergio Pérez au Canada, vous rentrez au box avec un aileron qui menace de se barrer. Vous pouvez effectivement être signalé au commissaire sportif et avoir des problèmes. Et je crois que Red Bull avait payé une amende, il me semble, par rapport à ça. Alors, j'ai pas oublié cette petite ligne dans le 2B de un pilote ne peut quitter la piste sans raison justifiable, mais du coup, on en a parlé dans l'article C. Vous voyez, encore une fois, le règlement, ou en tout cas le code sportif international mériterait d'avoir une petite mise à jour. Bon allez, on arrive à la fin. Article 2D, le fait de provoquer une collision, la répétition de fautes graves ou l'évidence d'un manque de maîtrise de la voiture, telle qu'une sortie de la piste, seront signalés au commissaire sportif et pourront entraîner l'imposition de pénalités allant jusqu'à la disqualification de tout pilote concerné. Alors, plusieurs choses. C'est justement cet article D sur lequel Max Verstappen a été pénalisé au Grand Prix d'Autriche 2024 avec Lando Norris, parce que tout simplement, on juge responsable Max Verstappen d'avoir provoqué une collision. Tout simplement, rien de plus, rien de moins. Il a peut-être pas suffisamment laissé d'espace pour Lando Norris puisqu'il y avait un petit peu moins d'une largeur de voiture. C'est ce qu'on appellerait plutôt un manque d'appréciation parce qu'il veut s'ouvrir plus le virage justement pour le prendre correctement, essayer de faire l'écart avec Lando Norris sur la prochaine ligne droite. Ça, on peut pas lui en vouloir de protéger un peu plus sa position là, de cette manière-là. Tous les pilotes le font. Mais en revanche, effectivement, il y a eu un contact et c'est le contact qu'on juge, donc le fait de provoquer une collision. C'est là-dessus qu'on pénalise Max Verstappen. Pas de souci, ça arrive tout le temps. On provoque des collisions, on fait une erreur d'appréciation, collision, pénalité. Il n'y a pas de souci là-dessus, il faut juste comprendre qui est responsable de la collision. Ou en tout cas, qui est le plus à blâmer parce que c'est rarement 100% zéro, il y a toujours un 70-30, 60-40, etc. Tu vois, mais ça, encore une fois, c'est au commissaire sportif de juger la chose et c'est pour ça qu'ils sont là. Alors, la répétition de fautes graves, ça peut être plein de choses, elles sont pas définies. Mais là-dedans, on peut compter, je sais pas moi, faire des zigzags dans la voie des stands. Daniel Ricciardo l'a fait et s'est pris une réprimande, je crois. Le fait de rouler au-delà de la limite de vitesse dans les stands. Là aussi, mise en danger. Faire un tête à queue dans les stands. Ça peut arriver, ça est arrivé à Bottas ou à Jérôme D'Ambrosio. Ne pas respecter un drapeau rouge.
par exemple, et ne pas rentrer au stand. Enfin voilà, il y a plein de choses sur la répétition de fautes graves et ça peut monter effectivement chez les commissaires sportifs. Et puis enfin, vous avez l'évidence d'un manque de maîtrise de la voiture. Généralement, sur les pilotes de Formule 1 aujourd'hui, c'est des erreurs de pilotage telles que sortie de piste. Ça pourrait être Sergio Pérez, mais d'un point de vue plus récurrent, on a eu Pastor Maldonado qui montrait quand même assez évidemment un manque de maîtrise de la voiture puisque il oubliait de tourner dans des virages, notamment en Chine, je crois. Vraiment, le manque de maîtrise, bon, encore une fois, c'est au commissaire sportif de juger ce qu'est un manque de maîtrise de la voiture, mais c'est rare aujourd'hui de mettre des pénalités pour manque de maîtrise d'une voiture en Formule 1. Et enfin, article 2E pour terminer, qui concerne plus la qualification, j'allais dire, plutôt que la course. Il n'est à aucun moment permis de conduire une voiture de manière inutilement lente, erratique ou jugée potentiellement dangereuse pour les autres pilotes. Alors, inutilement lente, ça s'applique sur les sorties de stand ou les fins de circuit où justement on prépare un prochain tour, etc. C'est le différentiel de vitesse qui est dangereux, donc ça c'est pas bon pour le sport et la sécurité des pilotes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, ils conduisent de manière, je trouve personnellement, inutilement lente dans la fast lane, donc dans la voie de circulation des stands. Et même en début de conduite sur le circuit, une fois qu'ils ont quitté la voie des stands, là aussi le temps de mettre en route la gomme, etc. Voilà, c'est un peu inutilement lent. C'est au bon vouloir et au commissaire sportif de juger ce qui est lent, ce qui ne l'est pas, parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est un certain kilomètre-heure, etc. Qu'est-ce qu'on juge d'inutilement lent, encore une fois, je sais pas. La conduite erratique, vous pouvez aller voir ce que ça veut dire dans le dictionnaire, mais erratique, ça veut dire que ça n'a aucun sens, si vous voulez, que c'est complètement anormal. Donc quelqu'un qui va zigzaguer de gauche à droite en pleine ligne droite sans regarder ce qui se passe derrière, quelqu'un qui va freiner et puis va freiner en pleine ligne droite quand c'est de la pleine charge, ce qu'on pourrait appeler un break check par exemple. Ça pourrait être sortir de la piste et revenir en piste de manière complètement disproportionnée, etc. Bref, juger potentiellement dangereuse. Qu'est-ce qu'on juge? Qu'est-ce qui est dangereux? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Là aussi, encore une fois, c'est pas défini, donc on sait pas vraiment. Et c'est, encore une fois, les commissaires sportifs qui doivent juger ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. Bon, je reviens sur le fameux bouger dans la zone de frein que tout le monde utilise ces derniers temps. Il y avait une jurisprudence Verstappen en 2016, après de nombreux incidents du pilote néerlandais qui changeait effectivement de direction au moment du freinage, ce qui a conduit à plusieurs collisions. Le problème, et on l'a vu avec Alonso et Russell cette année en Australie par exemple, comment vous définissez précisément ce qu'est une zone de freinage? Est-ce que c'est à partir de 50 mètres, 100 mètres? Mais si on freine un peu avant, ça se passe comment? Définir en fait une zone de freinage, c'est très complexe pour la faire appliquer à tous les virages du calendrier qui sont par nature tous uniques et tous différents. Et puis il y en a qui freinent un peu plus tôt que d'autres, donc qui sont techniquement pas dans la même zone de freinage. On a donc cette règle de changer de direction une fois qui a fait son apparition en 2017 pour remplacer cette entre guillemets note d'événement mis en place par le regretté Charlie Whiting. Et bien qu'on ait pu avoir été d'accord ou pas avec certains incidents, Charlie Whiting jouissait d'un certain respect parmi tous les pilotes, même si une ou deux fois, sous le coup de l'adrénaline, il y a eu des noms d'oiseaux qui ont volé. Ça arrive. Bref, si on peut retenir une chose du règlement, c'est qu'il est sujet à beaucoup d'interprétations, c'est vague dans ses termes, c'est pas bien ni clairement défini pour avoir un socle de référence qui est donc commun. Alors c'est chiant pour les fans de longue date qui ont vu et appris une certaine manière de faire la course, qui a évolué et qui peut paumer un petit peu. Et alors, le nouveau fan là, mais le pauvre, il doit rien comprendre quoi. En 2022, on a eu l'apparition d'un Driver Guidelines, qui est censé pas être public, je crois, même si le document s'est retrouvé sur le net, ajoutant non pas forcément des règles en plus, mais précisant les facteurs qui sont pris en compte pour juger les incidents en course et assister les commissaires sportifs dans leur prise de décision. Alors je sais pas si ce guide est toujours d'actualité pour les Grands Prix aujourd'hui, mais enfin il définit des termes très vagues, utilisés et interprétables de toutes les manières, ce qui fait que personne tombait jamais d'accord. Donc là c'est plutôt pas mal. Alors c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est un vrai pas en avant. Le 28 février dernier, la FIA a annoncé qu'elle allait délivrer un document de ligne directrice sur les normes de pilotage, donc des Driving Standards Guidelines. Ce document sera donc présenté au Conseil mondial du sport auto en janvier 2025 et devra être appliqué à toutes les compétitions sur circuit et servir de point de référence pour à la fois les pilotes et à la fois les officiels. Ouais.
intraitable. Alors pour faire ces guidelines, ils ont pris des anciens pilotes, ils ont pris des pilotes qui sont encore en activité, de toute expérience, avec des experts des championnats pour créer justement ce document, parce que c'est pas forcément la même chose en WEC qu'en Formule 1 typiquement. Ça parlera des défenses en piste, des track limits, des drapeaux jaunes, bref, tout ce qui est aujourd'hui facilement interprétable dans le règlement. Il y a un vrai pas en avant qui va être fait. Faut-il qu'il soit fait correctement encore une fois? Réponse en janvier prochain. Mais on peut se poser naturellement la question, est-ce que trop de règles ne finissent pas par tuer le spectacle en piste? Alors la question ne se définit pas dans la quantité de règles qu'il faut et faire un millefeuille d'articles à ne plus rien comprendre de ce que l'on a le droit ou pas le droit de faire sur une piste, sur un dépassement, etc. mais sur la qualité des écrits qu'ils précisent enfin tous les termes vagues et sujets à interprétation. On manque aussi cruellement dans l'éducation de ce qu'est l'art de la course, et c'est clairement pas moi qui détiens tout le savoir, même si je tente de faire ce que je peux en tant que passionné depuis l'enfance. On fera une vidéo là-dessus avec un pilote, peu importe, un de ces jours, parce que je trouve que c'est vraiment passionnant et à essayer de comprendre comment lui construit une attaque, comment lui construit une défense. Et alors par-dessus tout, on a un vrai manque d'une figure forte de la FIA qui prend le temps d'expliquer la réflexion des commissaires sur les incidents. Parce que lire les documents sur les décisions, ça informe un peu, ouais, mais c'est pas suffisant. Faudrait que la FIA fasse quelque chose pour être pédagogue. Parce que sur Twitter, là, mais c'est le feu à chaque virage. Et alors, vraie question pour vous, est-ce que l'on ne prend pas la chose tellement au sérieux qu'on en perd le fun de pourquoi on regarde la F1 ? On guérit pas le cancer, on fait quelques avancées techniques pour la société en termes de mobilité de la voiture, peut-être, oui, mais globalement, c'est du sport et c'est surtout du divertissement, c'est fait pour kiffer, quoi. J'ai l'impression que la F1 génère beaucoup de frustration, d'énervement, parfois de haine, par son manque de clarté principalement, et ça fait mal au cœur, quoi. J'essaie toujours d'être le plus factuel possible, de discuter, de comprendre, d'analyser les courses, les manœuvres telles qu'elles sont et sans sentiment d'attache, parce que c'est ce qui me passionne le plus et c'est ce que je trouve de plus beau justement dans le sport automobile, c'est ces manœuvres, peu importe ce qu'il est fait. Il y a un contact entre deux voitures, ça arrive, c'est pas grave, peu importe qui c'est, tant que tout le monde va bien, c'est ça le principal. Ça va pas changer votre vie. Ils ont essayé, ça s'est pas passé pour plein de raisons différentes, c'est pas grave. On y retourne et ce sera mieux la prochaine fois. Appréciez et peut-être détachez-vous un peu quand même de la Formule 1. Vous l'apprécierez peut-être plus de cette manière. C'est très philosophique pour terminer, mais c'était une longue vidéo et il fallait la terminer un peu comme ça.